livré à l'exercice de démystifier la texture cristalline dans les alliages d'aluminium en moins d'1 heure. C'est un peu comme apprendre à conduire une voiture en regardant quelqu'un conduire en 1 heure. C'est, je pense, un peu difficile, mais j'ai relevé le défi. Donc, la table des matières, enfin, ce que l'on va discuter aujourd'hui un peu, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la texture cristalline. On va surtout s'intéresser à la texture cristalline aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Quels sont les outils qu'il faut mettre en place pour pouvoir la décrire et la comprendre? Peut-être même la maîtriser, c'est-à-dire l'utiliser de manière avec une certaine maîtrise. Et on va finir par des études de cas et quelques conclusions. Donc, en rapide introduction, on pourrait dire que la texture, c'est une dimension supplémentaire de la métallurgie physique. Pour illustrer ça, je prends un exemple complètement dans un domaine différent, dans l'ornithologie. Un oiseau peut paraître relativement beau pour une vision humaine. Donc ici, on avait un exemple d'un mâle de la paruline polyglotte. Mais si on était une femelle paruline polyglotte, on verrait notre mâle comme cela. Donc beaucoup plus intéressant, et surtout ça nous permettrait d'avoir des critères peut-être de sélection par rapport à la reproduction possible, sur des critères qu'un œil humain ne voit pas. Donc voilà, tout analogie, enfin cette analogie vaut ce qu'elle vaut, mais elle met un contexte, le fait que la texture révèle une autre dimension d'une microstructure. Et dans le cadre des alliages d'aluminium, c'est une dimension extrêmement intéressante, extrêmement importante, qu'il faut considérer pour optimiser les procédés. Donc, aujourd'hui, je vais surtout, essentiellement, vous donner des exemples d'aluminium, donc pour illustrer cette notion de texture. Et on va essayer de se transformer en femelle paruline polyglotte et de regarder les microstructures avec cette dimension de texture. Donc, je continue un peu l'analogie. Si on regarde une microstructure d'un alliage laminé, on pourrait voir en révélant les joints de grains une microstructure qui ressemble à peu près à ça. On aurait une anisotropie morphologique, c'est-à-dire qu'on voit bien que les grains sont allongés dans la direction de déformation. Mais on est incapable de dire s'il y a une anisotropie en termes d'orientation cristalline. Pour cela, il faut rajouter une autre dimension qui serait une représentation de l'orientation. Donc là, à partir de cette microstructure, on peut imaginer 2 cas de figure, et sans rentrer dans les détails pour le moment, on peut associer les orientations à des couleurs, et on peut voir qu'à partir de cette microstructure noir et blanc qu'on aurait dans un microscope optique, on peut faire apparaître, on peut imaginer des couleurs qui représenteraient l'orientation des grains. Et on voit bien que ces 2 microstructures sont complètement différentes en termes d'orientation cristalline. En haut, tous les grains ont l'air d'avoir la même orientation, ou en tout cas, ils ont tous la même couleur, qui représente une certaine condition par rapport à l'orientation, alors que l'image en dessous montre que quand on passe d'un grain à l'autre, les orientations changent, même si la gamme de couleurs, on pourrait dire qu'il y a quand même beaucoup de vert, mais on a quand même une gamme de couleurs très diversifiée comparée à la microstructure normale. Donc, rajouter la texture, c'est exactement cela. Et juste pour commencer, pour commencer par une question que fort probablement vous ne saurez pas répondre, mais pour essayer qu'à la fin de la présentation on puisse y répondre, si je vous montre une texture, vous voyez une distribution de grains comme celle-là, une carte avec des couleurs, et puis une autre représentation en noir et blanc, qui est ce qu'on appelle des ODF, qui représente la distribution des grains ou des orientations dans l'espace des orientations. Je pourrais vous demander comment caractériser, comment décrire cette microstructure, et il y a plusieurs réponses de A à G, et donc ça aléatoire, cube, R cube, cube tourné, laiton, Gauss, S cuivre. Voilà, donc tous ces termes-là peuvent vous paraître une langue étrangère, et on va espérer qu'à la fin de la présentation, vous puissiez répondre à cette question en regardant les représentations de gauche, les images de gauche, et vous aurez une meilleure idée un peu de ce que sont tous ces termes que
personnes qui connaissent les textures vont pouvoir facilement, ils vont comprendre de quoi il s'agit. Si je reprends l'analogie de conduire un véhicule, ce serait un peu nos panneaux de la route, c'est-à-dire quand on les voit, on les reconnaît et on sait qu'on n'a pas le droit de tourner à gauche ou il faut s'arrêter. Ben, là, c'est à peu près pareil. Si on voit un laiton ou un cuivre, on sait que c'est une texture de déformation et donc le matériau qu'on est en train de regarder a été déformé. Bref, on va aller un peu plus loin maintenant et on va peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que les textures cristallines, ça fait peur? Alors, ce que je pourrais dire peut-être, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des informations cachées et que si on répond mal, on va dévoiler aux spécialistes des choses bizarres, un peu comme le test de Rorschach que j'ai représenté ici. Que voyez-vous ici? Ben voilà, une texture, ça peut être représenté par une figure de pôle comme à gauche. Que voyez-vous ici? Ben, si vous n'êtes pas un expert, vous allez sûrement être très créatif, mais vous n'allez pas pouvoir décrire la texture. Donc, contrairement au test de Rorschach où il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, dans les textures, il y a quand même des réponses qui sont plus intéressantes que d'autres. Qu'est-ce que c'est qu'une texture? En fait, c'est simplement, entre guillemets, c'est la capacité de lier l'orientation du cristal, donc les différentes directions cristallographiques au niveau du cristal, et les orientations dans la pièce qui nous intéresse. Donc, quand on parle de texture, c'est juste s'intéresser comment repérer les cristaux dans la pièce à l'échelle macroscopique. Ici, je vous ai mis un exemple, on va en reparler assez souvent, donc comme c'est un exemple relativement simple, je le mets dès le début, c'est ce qu'on appelle la texture cube. Vous voyez, c'est un cube, et les directions du cube, qui sont la maille élémentaire du cristal, sont parfaitement alignées avec les directions d'une plaque laminée. Vous voyez la direction d'allongement, la direction normale, la direction transverse, la direction de laminage, et elles sont exactement parallèles aux directions principales, le 1, 0, 0 du cristal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une texture cube. C'est la plus simple qu'il puisse y avoir, puisqu'il n'y a pas de rotation à faire. Les deux repères sont exactement alignés. L'autre problème, donc en fait, peut-être, je vais revenir ici, donc la problématique de décrire une texture, c'est de décrire ce lien entre le cristal et la pièce macroscopique. Après, une autre problématique liée aux textures, c'est qu'il y a beaucoup de vocabulaire. Il y a des mots un petit peu bizarres qui sont soit liés à la manière dont on mesure les textures, soit comment on les représente, ou les mécanismes que l'on va utiliser ou qu'on l'on va décrire grâce aux textures. Donc, il y a tout un vocabulaire à acquérir, des notions à connaître, et bien sûr, ça prend quelques années avant de devenir expert, ou du moins d'avoir une certaine aisance à évoluer dans le domaine des textures. Donc au début, vous vous sentirez sûrement perdu, mais c'est tout à fait d'apprentissage et il ne faut pas désespérer. Donc maintenant, on sait qu'une texture, on passe d'un repère cristallographique à un repère macroscopique, et le problème reste à comment le représenter. Alors il y a plein de moyens d'essayer de représenter cette rotation, cette relation qu'il y a entre le cristal et l'échantillon. Ici, je vous en ai mis plusieurs. Ça peut être juste des équations avec des nombres ou des représentations où on garde une certaine information sur la distribution des grains, donc une carte avec des belles couleurs, où vous avez ces cercles avec des maximums à certains endroits, des minimums à d'autres, avec des points de référence, ou vous pouvez aussi avoir seulement une portion de ces figures de pôle, et donc ils sont difficilement compréhensibles si personne vous a accompagné dans ce processus. Donc, pour bien comprendre les textures, il faut bien comprendre les modes de représentation de ces textures et de pouvoir passer de l'une à l'autre, d'une représentation à l'autre, de manière assez aisée. Et je dois dire, je reviens peut-être ici, je dois dire que les spécialistes ne nous aident pas beaucoup parce que en général, justement, ils considèrent que les gens lisant les documents doivent savoir et donc ils ne nous donnent pas les références. Donc ça, il faut essayer quand on est à l'aise dans les textures de s'adapter
à son auditoire et toujours redonner les références parce qu'on ne les connaît pas toujours. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Et puis peut-être le troisième point, c'est comment mesurer ces textures. Il y a typiquement deux méthodes, il y en a d'autres, hein, mais les plus courantes aujourd'hui, c'est soit on mesure la texture de manière globale, en utilisant de la diffraction en rayon X avec des goniomètres, et on obtient par plusieurs itérations qui ne sont pas triviales du tout, des statistiques d'orientation, ou la méthode locale, en utilisant aussi la diffraction, mais ce seront des électrons. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode EBSD, Electron Backscattering Diffraction. Ça a l'avantage de faire des cartes d'orientation, donc qui sont assez jolies, ça fait des belles couleurs dans les présentations. Et comment on obtient ces cartes? Eh bien, en faisant diffracter le faisceau d'électrons sur l'échantillon. Il y a des figures d'interférence qu'on appelle des figures de Kikuchi, ou pseudo-Kikuchi pour être plus juste, qui se forment, et en les recueillant sur un écran, on est capable de reconnaître l'orientation du cristal que l'on est en train d'illuminer par le rayon, par le faisceau d'électrons. Donc comme ça, point par point, on est capable de mesurer une carte et d'avoir une statistique. En fait, on a l'orientation exacte des points de mesure, mais dans ces cartes-là, on va représenter on va avoir une représentation de la matrice de rotation finalement qu'on vient de calculer. Voilà, donc de manière, pour synthétiser cette première partie, on peut dire qu'une texture cristalline, c'est une statistique d'orientation, ou plutôt de désorientation, c'est tout simplement, entre guillemets, des matrices de rotation qui permettent de passer du cristal, du référentiel du cristal au référentiel de l'échantillon macroscopique qui nous intéresse. Et puis, une fois qu'on a calculé cette relation qu'il y a entre le cristal et l'échantillon, le problème, c'est comment la représenter. Donc, c'est vraiment cet axe ces deux axes, celui de comment caractériser ou mesurer la relation d'orientation qu'il y a entre le cristal et l'échantillon, et l'autre problématique, plus horizontale, c'est comment représenter de manière simple et agréable à comprendre cette rotation. Avant d'aller un peu plus loin, on va revenir, on va aller dans une autre direction en se demandant mais pourquoi s'intéresser à la texture, pourquoi essayer de devenir expert. Alors je vous ai mis deux exemples, mais il y a beaucoup d'autres exemples, mais les plus classiques. Le premier, c'est le problème de l'emboutissage, emboutissage de canettes. Alors quand on fabrique des canettes, et quand on en fabrique des millions, on essaie d'optimiser les microstructures pour avoir le moins de pertes possible quand on fait l'emboutissage des canettes. Donc on part d'une feuille que l'on emboutit avec un poinçon, et le problème, c'est que la plaque de départ ou plutôt la pièce, une fois qu'elle va être emboutie, va former des cornes, comme vous voyez ici. C'est-à-dire qu'on n'aura pas une pièce qui sera directement dans la bonne dimension de la canette. Et ces cornes, c'est de la matière supplémentaire qu'il va falloir couper et qu'il va falloir recycler. Ces cornes ne vont pas se former de la même manière en fonction de la statistique d'orientation des cristaux qui seront à l'intérieur de la plaque lorsqu'on va l'emboutir. Si on prend une plaque laminée à froid, ce sera la courbe en rouge, donc on va former des cornes d'emboutissage typiquement autour de 45 degrés. Si on fait tourner autour de la direction de laminage, on aura des cornes à 45. Si au contraire on prend une feuille recristallisée, eh bien c'est le contraire, les cornes, on aura un minimum à 45 et un maximum à 0 ou 90 degrés. Donc la solution, là on voit qu'à 38% ce que je n'ai peut-être pas dit, c'est que ce qu'on appelle la texture cube qu'on a vu tout à l'heure, c'est une pièce, c'est une texture, c'est une orientation qui apparaît préférentiellement dans les plaques laminées recristallisées. Donc en faisant une recristallisation partielle, on est capable d'obtenir une courbe comme la noire ici, avec des variations de hauteur beaucoup plus faibles et donc beaucoup moins de matière à recycler. Donc ici, la solution technologique pour optimiser le procédé, c'est de faire recristalliser la plaque laminée. Alors c'est un peu plus compliqué, vous pouvez l'imaginer, il y a une optimisation de la composition chimique, des
phases de laminage et ainsi de suite. Mais on est capable maintenant d'optimiser l'orientation des cristaux dans la plaque après à la fin de la fabrication des feuilles pour que lors de l'emboutissage, on minimise cet effet. Une autre application dans le domaine électrique, dans le domaine de la fabrication des condensateurs, pour fabriquer des condensateurs à forte capacité, on utilise de l'aluminium pur et les feuilles sont très minces, à 80 microns. C'est plus mince que les feuilles d'aluminium qu'on utilise dans la cuisine, typiquement. Et pour que ça marche bien, pour qu'on ait les capacités optimum de ces capacités électriques, on devrait essayer de fabriquer des pièces entièrement cubes. C'est-à-dire que tous les cristaux à la surface de la plaque auraient une orientation cube, tous orientés de la même manière. Ça marche, enfin, c'est particulièrement efficace pour faire des capacités électriques, parce qu'en faisant une attaque chimique sur ces surfaces-là, on va être capable d'avoir des piqûres qui vont augmenter ce qu'on appelle la surface spécifique, et ça permettra de stocker plus d'électricité dans ces condensateurs. Pour faire cela, il faut laminer à chaud puis à froid des plaques d'aluminium jusqu'à 100 microns. Après, on fait un recuit partiel, c'est-à-dire qu'on recristallise un tout petit peu, peut-être une dizaine, vingtaine de pourcents dans la microstructure, et on refait une passe de laminage à froid, puis un recuit complet à la fin. Et en faisant cela, on est capable de faire 100% de pièces, d'orientation cube, ou en tout cas, on est proche de 99%, donc c'est extrêmement efficace pour faire des capacités. Et donc là, on est capable, en jouant sur la gamme de fabrication, et aussi à la composition initiale, puisqu'il faut un aluminium complètement pur, on est capable de contrôler l'orientation des cristaux localement jusqu'à créer quasiment un monocristaux en termes de texture, puisqu'ils ont tous la même orientation, mais il y a des joints de grains quand même, qui fait que, pas appeler ça un monocristal, mais au moins tous les grains ont la même orientation. Donc ceci, maintenant, j'espère convaincu que ça peut être intéressant de à la fois comprendre ce que c'est que la texture et contrôler la texture dans un procédé industriel, on va se poser la question de comment représenter la texture. Donc, le plus simple, ou la plus ancienne manière de représenter les textures, c'est avec ce qu'on appelle les indices de Miller. Ça fait des très bonnes questions d'examen lorsqu'on prend des cours de matériaux. Mais au-delà de cela, c'est très utile pour décrire une texture. Si on a un procédé de fabrication relativement simple avec un seul axe de symétrie, en fait, on peut décrire une texture avec une seule direction. Et typiquement, vous voyez ici dans l'extrusion, on va tirer tous les grains dans une direction spécifique, qui va donner notre axe de symétrie à notre procédé. Eh bien, on pourra décrire une texture, on pourra décrire l'orientation d'un grain en disant quelle est la direction cristallographique du grain qui est alignée à la direction d'extrusion. Donc, on peut décrire la texture avec une seule direction qui sera quelle est la direction cristallographique alignée avec l'axe d'extrusion. Si on parle on va dire d'une texture en extrusion 2-2-1, ça veut dire que la majorité des cristaux qui seront dans la barre extrudée auront leurs cristaux orientés 2-2-1. Ça n'existe pas, ce ne sont pas les orientations privilégiées. L'orientation privilégiée en extrusion, ce sera plutôt un 1-1-1, donc la grande diagonale qui n'est pas représentée ici. Mais on sera capable de décrire la texture avec une seule direction. Si on va avec du laminage, on a une direction d'allongement, mais on a d'autres axes de symétrie, c'est-à-dire que la droite et la gauche est équivalent en termes de laminage, donc on a plus de symétrie dans le procédé, et pour décrire une orientation, il faudra rajouter un paramètre qui sera non seulement la direction dans laquelle l'allongement a été fait, donc on retrouve le même concept que pour l'extrusion, on aura quelle est la direction cristallographique qui est alignée avec l'axe d'allongement, et il faudra rajouter quel plan est parallèle à la surface de la feuille. Donc si on prend cette orientation-là, qui est l'orientation cube, on a la direction 0, 0, 1 qui est allongée ou alignée dans l'axe d'allongement,
et on a le plan 1, le 1, 0, 0 ou 0, 0, 1 qui est parallèle à la surface. Si on prend l'axe 2, on voit bien qu'on a aussi le plan, c'est le même plan, c'est le plan 0, 0, 1 qui est parallèle à la surface, mais maintenant la direction dans l'axe de l'allongement, c'est la direction 0, 1, 1, donc c'est la petite diagonale, et donc là, on va décrire l'orientation du grain en fonction de ça. Donc il y a le troisième grain également qui est écrit, on pourrait montrer que la direction d'allongement est parallèle à la direction 0, 0, 1, et par contre le plan qui est parallèle à la surface, c'est celui qui est ici, donc c'est un 1 qui est de type 1, 0, 1. Les orientations classiques que l'on va retrouver lors de la déformation peuvent donc être décrites dans ce tableau avec des valeurs qui vont permettre de décrire et de reconnaître leur spécificité en termes d'orientation. Une autre manière de représenter les textures, ça va être les cartes de couleurs, les cartes d'orientation. Et les cartes d'orientation ont l'avantage de nous dire où sont les grains et quelle est l'orientation des grains. Et les cartes sont toujours faites en fonction, il faut toujours préciser le code couleur. Et vous voyez que les couleurs correspondent à des directions cristallographiques. Donc le 0, 1, 0, 0, c'est du rouge. Tout ce qui est en diagonale 1, 1, 1, c'est bleu. Et en vert, on a le 1, 0, 1. Donc, quand je vois sur cette carte-là un grain vert, je sais que la direction 1, 0, 1 est alignée par rapport à une des directions de l'échantillon principal. Et c'est pour ça qu'il est important de trouver dans ces modes de représentation la direction de référence. Vous voyez, elle est proche du code couleur. Donc ici, quand on fait une référence à une couleur, c'est la direction transverse, Donc, quand un grain est vert sur cette carte, ça veut dire que la direction 1, 0, 1 est alignée avec la direction transverse de l'échantillon de référence. Et dans ce cas-là, on voit que la direction transverse, c'est celle qui n'est pas dessinée ici, donc c'est la direction qui sort du plan. Donc tous les grains qui sont verts ici ont la direction 1, 0, 1 qui sort du plan d'observation. À l'inverse, tous les rouges sont 0, 0, 1 alignés à l'axe transverse. Maintenant, si on regarde la représentation du même échantillon, mais la coupe a été faite dans un autre plan, on a préparé l'échantillon dans un autre plan, on voit que tous les grains sont rouges ici. C'est-à-dire que dans ce plan-là, et dans cette représentation-là, c'est l'axe d'étirement qui a été, donc la direction d'extrusion qui a été pris comme référence, et bien on voit que la grande majorité des grains ont leur direction 0, 0, 1 alignée avec l'axe d'étirement. Et là, l'axe d'étirement dans cette représentation sort du plan ici. Et on voit donc ici qu'on a une texture assez forte, c'est-à-dire que la grande majorité des grains qui sont dans cette pièce extrudée ont une direction 0, 0, 1, et on pourrait presque dire que c'est un matériau recristallisé, puisque on verra plus tard que le 0, 0, 1, donc ça représente une orientation cube. Donc voilà, donc il y a ces belles cartes qui sont intéressantes à lire, mais il faut encore que la personne qui a publié l'article ait bien précisé sa direction de référence, et souvent c'est oublié, parce que les gens utilisent les textures surtout pour avoir des belles cartes, et ils n'ont pas tout à fait compris que pour lire une carte comme ça, il faut bien les directions cristallographiques, mais aussi une direction de référence pour pouvoir lire ces cartes. L'autre méthode, plus traditionnelle, plus ancienne en fait, consiste à utiliser la diffraction de rayon X et donc de constituer des figures de pôle qui sont une projection stéréographique en fait des différentes orientations à l'intérieur du cristal, puisque quand on va faire une étude statistique, chaque cristal va diffracter les rayons X dans une certaine direction, et ce que l'on va mesurer, c'est les intensités en fonction des directions. Et donc, une projection cristallographique, ça consiste à projeter sur le plan les directions cristallographiques dans lesquelles on a eu de la diffraction et des intensités. Donc, il y a une petite erreur ici dans le transparent, le petit cercle rouge ici devrait se retrouver ici. Mais l'idée, c'est que chaque direction dans laquelle on a
mesurer une diffraction importante des rayons X due à l'orientation du cristal va être projeté sur le plan par rapport au pôle sud, en fait. Et c'est l'intersection entre la direction de diffraction des rayons X et le pôle sud, c'est l'axe qui passe de ce point-là, du point de diffraction au l'axe sud et qui coupe l'axe équatorial, va donner les points. Et donc, on a une représentation des orientations, et suivant la direction cristallographique que l'on va prendre, on aura des intensités à différents endroits. Vous voyez, ici, c'est la représentation de la direction 0, 0, 1, qui sont celles qui ont été représentées ici. Donc, on a 3 points sur l'axe. Maintenant, si on représente une autre direction, comme la 1, 1, 1, pour la même orientation, eh bien, les points vont être différents, puisque maintenant, on ne représente plus la première ou l'axe ou la direction 0, 0, 1, mais on représente la direction 1, 1. Alors, il y a quelques confusions, puisque des fois, les gens vont dire que ce que l'on représente, c'est les plans. Des fois, ils vont dire que c'est les directions. Mais en fait, c'est la même chose, puisque un plan est défini par sa normale, et donc, en fait, dire que ça, c'est une direction 001 ou dire que ça, c'est une représentation du plan 001, c'est équivalent. La méthode, ou cette méthode de projection stéréographique sur le plan équatorial permet de définir des orientations de référence, des positions qui sont de référence, que l'on reconnaît et qui vont nous permettre de décrire des textures. Donc on pourra, en comparant ces figures de diffraction à une figure de diffraction mesurée, voir où est-ce qu'il y a des intensités. Si vous regardez cette figure de pôle mesurée expérimentalement, vous voyez que les maximums sont ici, 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 en 4 positions. Et si vous regardez la position de référence, c'est les carrés rouges qui sont là et qu'on appelle le cube. Donc, la figure de pôle représentée en bas, qui est donc la projection stéréographique des résultats de diffraction rayons X qui ont été faits en laboratoire, peut être décrit comme une texture cube, puisque les intensités équivaut à la position des points rouges. Alors, plus la texture sera forte et plus l'intensité sera élevée, et donc plus la hauteur de la montagne sera élevée ici, dans les lignes de niveau. L'autre possibilité, c'est d'utiliser dans les figures de pôle les propriétés de symétrie du cristal et les propriétés de symétrie du procédé. À cause des symétries du procédé et du cristal, on est capable de se limiter, de réduire en fait la figure de pôle à seulement une toute petite section, puisque justement les directions, toutes les diagonales du cube, de la lattice, de la maille élémentaire sont équivalentes, on pourrait dire plier l'espace et le réduire à une toute petite région. Et c'est cette toute petite région qui va nous permettre d'inventer un nouveau mode de représentation qui s'appelle la figure de pôle inverse. Donc c'est juste une petite section de toute la figure de pôle qui permet de décrire ce qui se passe. Donc là, c'est un peu plus technique. Ça peut être assez intéressant dans certains procédés comme l'extrusion d'utiliser ce mode de représentation parce que ça évite d'avoir à reconnaître et à gérer tout un espace sans les symétries, entre guillemets, donc en réduisant l'espace assez symétrique, si c'est possible, on va avoir assez rapidement des informations. Là aussi, les intensités que l'on a sur ces figures-là représentent combien de fois par rapport à une distribution aléatoire on a la présence de ces cristaux. Et donc on voit ici on a une texture, puisque on a beaucoup plus de cristaux qui sont orientés 1, 1, 1 ou orientés 0, 0, 1 par rapport à la direction 1, 0, 1, qui a presque rien. Et donc, typiquement, on a 2 fois plus de grains orientés 1, 1, 1 qu'une distribution aléatoire. Et pareil, on a 2 fois plus de grains 0, 0, 1. Alors 2, c'est pas énorme, on peut avoir des textures qui montent à 30, 40, 50. Donc là, on a une faible texture dans ce matériau-là. Et on peut reconnaître,
C, on va voir plus tard que 1, 1, 1, ce sont des textures de déformation, alors que 0, 0, 1, c'est une texture de recristallisation. Donc, en regardant les textures, on a une idée de l'état dans lequel est le matériau qu'on est en train d'étudier. Une autre manière de représenter les textures, c'est de regarder la texture vraiment comme un objet mathématique, qui est en fait la rotation qu'il faut faire entre le cristal, le repère du cristal et le repère de l'échantillon. Donc Euler a montré qu'on peut décrire cette rotation, ce passage de cette référence à l'autre référence par 3 angles, et ces angles d'Euler sont utilisés allègrement dans la communauté des textures, même si on sait qu'elles ont des limitations et des défauts. Euler lui-même, en fait, dans les papiers qui ont suivi le papier célèbre qui a permis de définir ces 3 angles, a tout de suite prévenu que ce n'était pas une bonne représentation, qu'il serait préférable d'utiliser d'autres méthodes, mais ça reste, parce que c'est quand même assez facile. Alors, qu'est-ce que c'est que ces angles d'Euler? Ce sont 3 rotations que l'on va faire, que l'on va mettre, ou que l'on va faire agir plutôt sur le cristal pour l'orienter dans le sens où il est dans la plaque du matériau qu'on essaie de caractériser. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on part de l'orientation cube, c'est-à-dire qu'on met le cristal aligné avec le repère de l'échantillon, et après, on lui fait faire 3 rotations, une première dans l'axe Z, une deuxième dans l'axe Y, et puis on repart une rotation dans l'axe Z. Et comme ça, on peut définir des orientations typiques par des angles, par des rotations. Le cube, comme je l'ai dit, c'est la référence, donc pas de rotation. Et puis les autres, j'écrirai un tout petit peu plus, qui sont plus des textures de déformation. Quand on déforme les cristaux, ils vont se mettre à se déplacer dans l'espace, à tourner. Et donc, on va créer des textures. On a la texture Gauss, qui correspond à une rotation de 45 degrés dans l'axe Y, et ainsi de suite. Et on peut en avoir des beaucoup plus compliqués, comme le S, qui est défini par des angles 61, 34, 64, qui n'ont rien de sympathique, mais qui représente une orientation typique d'une plaque qui va être déformée par l'aminage comme l'aluminium. Maintenant qu'on a ces 3 angles de l'air, on va essayer de représenter ce qu'on appelle l'espace de l'air. On va créer un espace 3D. Et si on prend une orientation cube, voilà à quoi ça va ressembler si on le représente en 3D. Et si on fait des coupes pour des sections φ2 constantes, on va avoir une carte comme ça, tous les 5 degrés, on va avoir nos cartes. Avec le fait que 0 degré, c'est la même chose que 90 degrés. Et on va décrire l'orientation. Alors vous voyez, un des problèmes de cette représentation, c'est que l'orientation cube, en fait, elle est partout. Dans toutes les orientations, dans toutes les coupes, on a un point qui représente le cube. Alors que si on voulait une représentation, je dirais, élégante d'une texture cristalline, on aimerait que le cube ne soit qu'à un seul endroit et non pas un peu partout. Mais à cause des symétries des angles de l'air et des rotations équivalentes, on se retrouve avec une orientation qui se retrouve à plusieurs endroits. Donc c'est assez difficile à gérer toutes ces coupes, mais en réalité, il y a un secret, c'est que pour décrire des textures, on n'a pas vraiment besoin de toutes ces coupes. On a typiquement besoin que de 3 coupes. Et encore, on peut peut-être se limiter à une seule coupe, qui serait la coupe à 45, on va en discuter un petit peu plus tard. Mais les experts, ils n'ont pas besoin de toutes ces coupes-là, parce qu'il n'y a pas tellement de choses intéressantes, à part la 0, la 45 et la 65. Alors, souvent, dans des documents qui vont parler de texture, vous allez ne voir que ces 3 orientations, qui sont, pardon, pas ces 3 orientations, ces 3 coupes qui regorgent d'informations et qui font qu'on n'a pas vraiment besoin de regarder. Alors ça, c'est vrai pour l'aluminium. Si on s'intéresse à d'autres matériaux, c'est pas vrai, mais on a l'avantage avec l'aluminium qu'on peut se limiter à ces 3-là, voire même à une seule. Alors pourquoi ces 3-là sont intéressantes? Ici, je les ai remis en place avec 3 exemples
plutôt, pardon, pas 3 exemples, 5 exemples d'orientation cristalline typique que l'on va retrouver dans de l'aluminium recristallisé ou déformé. Et on voit effectivement, si on s'intéresse à toutes ces coupes-là, on voit que toutes les orientations typiques, on les a. On a le S sur la 65, on a le cuivre, le laiton dans la 45, et on a le laiton qui réapparaît, on a le gauss, on l'avait en 45, mais on le voit réapparaître en 0, et on a les rouges, là, qui sont le cube, et le cube tourné, qu'on appelle aussi H, que je n'ai pas mis dans le tableau. Donc vous voyez que la coupe à 45, elle nous donne toutes les informations qu'on a besoin, sauf le S. Et peut-être des fois le S, mais on n'en a peut-être pas vraiment besoin. Donc on peut peut-être se limiter pour décrire une texture seulement à la coupe à 45. Idéalement, ce serait les 3. Et pour faire un compromis, on pourrait imaginer juste 45 et 65 permettrait de décrire une texture propre. Voilà, donc souvent, on peut se limiter dans la caractérisation des textures à une coupe à 45. C'est particulièrement vrai dans les aciers où la coupe à 45 est vraiment suffisante pour décrire, mais dans les aluminiums, parce que le S est un petit peu en dehors de cette coupe, il faut aller aussi, si on veut vraiment caractériser une texture, aller la chercher à 65. Maintenant, vous vous rappelez que pour réduire l'espace à 45, enfin, à ce petit cube, il faut utiliser des symétries du procédé. Et dans certains cas, on ne peut pas utiliser les symétries du procédé, ou plutôt les symétries du procédé sont différentes. En particulier, si on s'intéresse à du laminage croisé, c'est-à-dire que tous les, on va dire les 5% de déformation ou 10% de déformation, on tourne l'échantillon de 90 degrés pour le déformer dans l'autre direction, on va se retrouver avec des textures qui ne sont plus symétrisables et on ne peut pas se limiter à 0,90, 90. Ici, on a des coupes à 0,45, 65. Pour une plaque laminée, c'est la deuxième coupe. Et la troisième ligne, ici, c'est du laminé croisé. Quand on était du laminé et seulement du laminé, on voit que regarder à droite ou regarder à gauche par rapport au 0, c'est la même chose. Soit parce qu'on a une symétrie, donc on a un plan de symétrie qui fait que ce que l'on voit à droite, c'est ce qui est à gauche. Ici aussi, on a un axe de symétrie, ce qui est à gauche est à droite. Donc en fait, moins 60, c'est équivalent à 60. Et ici aussi, on a une symétrie, mais elle n'est pas... ce que l'on voit ici, c'est exactement ce que l'on voit ici, à quelques petits détails près. Mais on peut se limiter donc à ne regarder que de 0 à 90, 0,90, 0,90 sur une coupe à 0,45, 65 pour décrire le procédé. Maintenant, si on regarde le laminage croisé, ça ne marche plus. On a le haut qui est équivalent au bas. Ici, on n'a pas de symétrie, c'est-à-dire que l'orientation F qui est ici, on ne la voit pas apparaître ici. Et inversement, l'orientation qui est ici, on ne la voit pas, qui est la H, on ne la voit pas apparaître ici. Donc, quand on a des procédés un peu plus compliqués que le laminage, on est obligé de travailler sur des espaces de l'air plus grands, et ça complique les représentations, on a du mal on ne se repère pas aussi facilement que quand on a seulement l'espace à 0,90 et qu'on se limitait à cette petite coupe. Donc c'est pour ça que normalement, si on parle de texture, il faut toujours aider le lecteur en donnant ses cartes de référence. Et effectivement, ici, on voit que les cartes de référence pour du laminage croisé font apparaître des orientations H et F qui sont typiques du laminage croisé. Et on les a représentées ici aussi, donc les étoiles vertes pour le F. Donc c'est des orientations qui apparaissent quand on fait du laminage croisé. Et l'orientation H aussi, typique, en vert aussi, qui est une orientation typique du laminage croisé. Si on vous donne des textures et que vous n'avez pas les cartes de référence, il faut aller les chercher. Soit vous pouvez utiliser cette présentation comme référence, soit vous cherchez référence texture dans des outils de recherche et vous allez pouvoir lire les cartes et les informations qu'on vous donne. Donc, la synthèse de la partie représentation, c'est de comprendre qu'il y a différentes manières de représenter les textures. Elles ont toutes leur intérêt. Il est important de les maîtriser, de les observer, de les voir. Et je vais reprendre mon analogie de la conduite. C'est-à-dire que c'est à force d'être exposé à ces outils qu'on commence à les reconnaître, à se familiariser. Et on n'a plus peur de prendre la route
de peur d'avoir un accident ou de mal interpréter les choses. Voilà, il faut s'habituer et s'exposer régulièrement à des textures et on les reconnaît à ce moment-là. J'avoue que pendant peut-être une dizaine d'années, je n'ai pas travaillé sur les textures, mes activités professionnelles m'ont éloigné de cela. Quand je me suis remis, ça a pris quelques mois avant que je me réhabitue à reconnaître les textures et ne pas avoir besoin de regarder les représentations simplifiées avec les petites étoiles, les petits carrés, les petits triangles pour reconnaître mes microstructures, enfin pardon, mes textures. Bon, je vais finir ma présentation maintenant pour dire, voilà, on a compris que les textures c'était important, on a compris que c'était une des difficultés de comprendre les textures, c'est de comprendre leur représentation et les différentes manières qu'on a de les représenter. Et maintenant, on va voir comment on va pouvoir maîtriser, changer la texture. Alors, première chose, peut-être il faut, ah oui, peut-être avant d'aller à comment les contrôler, rapidement, quand on regarde l'axe de la représentation de l'espace de l'air, on a des fibres pour différents matériaux, et la fibre qui est intéressante pour l'aluminium, c'est la fibre bêta ici. Elle est en jaune ici, mais plus tard, elle sera, malheureusement, je n'ai pas utilisé la même convention, mais plus tard, elle sera verte. Et c'est celle qui nous intéresse parce que les orientations de déformation vont se voyager entre ce qu'on appelle copper ou brass, donc entre cuivre et laiton. Et connaître cette fibre, c'est un moyen de reconnaître les textures. Donc, on a parlé du composant de cuivre précédemment, facile à reconnaître puisque c'est le cube, c'est des points centrés par rapport à chaque cadran. Et il est un peu partout il est à chaque coin en fait de la texture. On a son équivalent qui est le cube tourné. Donc, au lieu d'être au centre des cadrans, on est au centre. C'est pas tout à fait le centre, mais à cause des projections stéréographiques, mais ça, c'est un point au centre des lignes. On a les orientations type déformation, les deux extrêmes, donc le comportement de type cuivre et le comportement de type laiton. Donc le cuivre, d'ailleurs j'ai inversé, les présentations sont inversées, je ne sais pas trop pourquoi, mais donc ce qui est à droite ici, ce carré devrait être à gauche, puisque c'est l'orientation cuivre, et que l'orientation cuivre est ici, et le laiton devrait être de l'autre côté. Donc ça, c'est des orientations typiques de déformation. Et on a on va dire des orientations intermédiaires, donc le S ici, qui est une orientation entre le cuivre et le laiton. Et on a le gauss aussi, qui est une orientation qui peut apparaître de temps en temps sur les textures. Et voilà, donc c'est les panneaux de signalisation qui permettent de reconnaître ces orientations. Et les références sont données ici, avec une couleur associée, des positions associées, qui sont les figures de diffraction, les positions des pics de diffraction dans une représentation stéréographique. Voilà, maintenant on repasse en maîtriser comment est-ce qu'on le fait expérimentalement. Expérimentalement, on va avoir deux manières, deux axes, deux colonnes sur lesquelles on va pouvoir travailler, soit au niveau matériaux, soit au niveau procédé. Alors, avec l'aluminium, on n'a pas trop le choix. On a un matériau cubique face centrée, on a des plans de glissement qui sont bien connus. Donc, on glisse sur des plans 1-1-1, suivant des directions 1-1-1 pour les plans, 1-1-1 pour les directions, ce qui nous donne certaines possibilités pour que les cristaux se déforment. Et lorsque les cristaux se déforment, ils sont obligés, enfin, le procédé les ramène alignés par rapport à une certaine direction d'étirement, ce qui entraîne une rotation cristalline. Et c'est cette rotation cristalline qui va faire que certaines orientations vont être privilégiées lors de la déformation. Donc ça, on ne peut pas jouer avec l'aluminium, quoiqu'on verra qu'avec la température, on peut peut-être changer le comportement des dislocations et donc de ces plans de glissement et faire que des nouvelles orientations apparaissent. Dans la bonne direction. Une des possibilités pour jouer sur les textures, c'est de jouer sur comment se forment les dislocations, et donc en particulier l'énergie de faute d'empilement. Et là, ce que l'on voit, c'est que si on augmente le pourcentage de magnésium, donc si on joue sur la composition chimique du matériau, on va agir sur les dislocations et faire que les textures vont changer. Alors, c'est des vieilles publications, mais vous pouvez voir que lorsqu'on met peu de magnésium, on a un maximum ici qui correspond à un S. Si vous regardez votre carte de référence, ce point-là, ça correspond à une orientation S.
vous voyez qu'il est de 13, alors que si on met 3% de magnésium, il descend à 8, je crois, et si on rajoute encore, il descend à 6. Donc en augmentant la quantité de magnésium dans l'alliage, on diminue sa faute d'empilement, son énergie de faute d'empilement, et en diminuant l'énergie de faute d'empilement, on va privilégier le laiton. On a le même effet, en fait, si on joue sur la température ou sur les états de départ. Ici, on a un matériau qui a été traité en T6. Donc, on a fait un traitement à partir d'une pièce coulée. On a fait un traitement thermique enfin, elle n'est pas coulée, pardon, elle est laminée. Mais à partir d'un T0, on a fait un traitement T6 et ça va avoir eu comme conséquence d'augmenter la quantité de cubes et de faire diminuer la quantité de laiton pour faire apparaître du cube. Donc en faisant des traitements thermiques, il est possible de changer aussi l'orientation des grains et de changer la texture. Maintenant, si on regarde le procédé, en changeant les paramètres du procédé, on va être capable de changer les textures. Ici, on a une pièce extrudée et on voit qu'on a à l'intérieur, on l'avait vu tout à l'heure, on voit qu'à l'intérieur, c'est très rouge. Donc, on a plutôt des grains qui ont recristallisé avec une orientation de type cube, alors que sur les surfaces, on a une autre couleur qui est apparue, donc plutôt des orientations qui seraient entre le 1, 0, 1 et le 1, 1, 1. Et on voit bien que le procédé de cisaillement en surface a créé des orientations qui étaient différentes par rapport à le procédé d'extrusion lui-même qui a privilégié, enfin, qui a privilégié l'orientation cube. Ici, on a un autre exemple, c'est la quantité de déformation dans du laminage. Dans la publication que je cite de 97, ils n'ont représenté qu'un quart du laminage parce qu'effectivement, on peut reconstituer la texture en utilisant les symétries du procédé, mais juste un quart, ça suffit. Et on voit qu'on passe, quand on passe de 0% de déformation à 58% de déformation, 95% de déformation, on intensifie les textures et on voit que plus on va déformer, plus les textures vont être importantes. Donc, voici un moyen d'augmenter l'intensité des textures, c'est en alignant les grains grâce au glissement des dislocations et entraînant la rotation. Dernier paramètre sur lequel on peut jouer, c'est la température de déformation. Donc, soit on fait du laminage à froid, soit on fait du laminage à chaud. Et en fonction des grains de départ, des orientations de départ, on va former des cristaux différents. Si on est à chaud, par exemple, dans l'aluminium, on va privilégier une orientation de type laiton, alors que quand on est à froid, on va plutôt privilégier des orientations de type cuivre ou S. Donc il y a un manque en fait dans la littérature, dans les travaux, pour une étude systématique de l'effet des textures de départ, du chemin de déformation, des températures, et en mélangeant différents procédés. Donc il y aurait un intérêt peut-être pour à l'UQuébec à mettre en place en fait une étude systématique en mettant de certains alliages dans des matrices d'essai pour pouvoir mieux documenter l'effet de ces différents paramètres. Un des exemples ici où on utilise à la fois l'effet du matériau et le procédé, c'est de l'aluminium avec du magnésium sur lequel on fait recristalliser le matériau. Et donc on a à la fois on joue sur la composition chimique, sur le matériau, et sur le procédé, puisqu'on va déformer et recristalliser. Et ce que l'on peut voir ici, c'est qu'avec 3% de magnésium, on a un maximum de texture cube. Donc on va créer une plaque avec une intensité très forte de cube, alors que si on avait un peu moins de magnésium, on voit que le cube n'apparaît presque pas. Et si on met un peu trop de magnésium, l'intensité est réduite. On a une intensité de 4 ici, alors qu'on avait une intensité de 6 auparavant. Donc on a un optimum en termes de composition et de procédé. Très rapidement, parce que je suis en train déjà de dépasser mon temps, si je veux vous laisser un peu de chance de poser des questions. Voilà un procédé d'extrusion. Dans le cadre d'un procédé d'extrusion, ils ont étudié à différentes étapes, donc la filière d'extrusion est ici en bas. Ils ont
étudier l'évolution de la texture en fonction de la distance. Vous voyez, on part du matériau direct shield avec des grains plutôt équiaxes, et plus on se rapproche de la matrice d'extrusion, plus il se déforme, plus il s'oriente, il se texture, d'un point de vue morphologique, mais également d'un point de vue orientation. Et on voit que quand ils sortent de la filière, ils sont majoritairement rouges, qui sont les orientations typiques de recristallisation, alors que les bleus sont plutôt des orientations typiques de déformation. Ici, ils ont fait, dans la même étude, enfin dans une étude équivalente, ils ont fait varier la température d'extrusion, et on voit que plus la température d'extrusion augmente, plus on est rouge, et plus donc le matériau recristallise, et c'est représenté ici par des figures de pôle inverses, et on voit que l'intensité est vraiment très importante lorsqu'on était à 520 degrés. Quand on était à basse température, on voit une composante déformation dans le pic 1,1,1 qui disparaît progressivement jusqu'à ne plus être là lorsque le matériau a recristallisé. Là également, il compare les textures au centre de la vignette et sur les bords. Et on voit que sur les bords, on va avoir des grains beaucoup plus gros, des orientations aussi qui n'ont rien à voir avec du matériau recristallisé cube. Donc, ça peut éventuellement poser des problèmes en termes d'optimisation du procédé. Donc, en conclusion, dans cette présentation, j'ai essayé de vous faire un rappel des différents moyens de représenter les textures, donner les composantes typiques de référence en fait pour décrire et comprendre les textures dans un procédé très classique qui est le laminage, et rapidement donner quelques exemples pour voir que l'on peut faire varier les textures en jouant sur le matériau, en jouant sur le procédé ou en jouant sur les deux à la fois pour avoir exactement les microstructures que l'on veut. Pour terminer, je vais vous proposer deux quiz. Le premier, c'est peut-être celui-là, où on a une belle carte avec des couleurs, et je vous demande quelle est la réponse. En fait, quelle est cette microstructure? Est-ce qu'elle est aléatoire? Est-ce qu'elle est cube? Est-ce qu'elle est laiton? Est-ce qu'elle est gauss, S ou cuivre? Alors, comme on a plein de couleurs dans tous les sens, on pourrait dire aléatoire, parce qu'on a toutes les couleurs. On est harlequin ici. Mais en fait, il nous manque une information, parce que là, on ne sait pas, dans cette référence, quel est le point de référence, quel est l'axe de référence. Donc, on sait que les couleurs correspondent à toutes les couleurs possibles, mais on ne sait pas si ces orientations ou ces couleurs sont orientées suivant une certaine direction ou une autre. Donc, il nous manque une information. Il est fort probable qu'on soit aléatoire, mais on pourrait très bien imaginer que dans une certaine direction, tous les grains aient la même axe cristallographique aligné sur cette direction. Donc, on ne peut pas conclure. C'est peut-être aléatoire, mais il nous manque une information. Et si je reviens sur cette première quiz du début de la présentation, il y a un petit cube qui est resté ici, un copier-coller qui a dû rester ici, je ne sais pas pourquoi. Mais la question serait, quelle est la texture ici? Eh bien, voilà pourquoi le cube est là. Si on regarde nos cartes de référence, si on prend la 45, on voit qu'à la moitié de la ligne ici, c'est l'orientation cube qui est typique. Donc, cette texture-là est une texture de type cube, puisque l'intensité est là. On voit que c'est la même chose pour la carte à 65. Et la carte à 90, ici, aussi, nous montre des cubes à chaque coin. Donc, on a une composante cube avec une petite quantité de gauss. Vous voyez, l'orientation gauss qui est ici, ou qui est là, on la voit apparaître ici ou là. Donc, on a ici une texture gauss faible et en majorité cube. Voilà. Donc, j'espère que la présentation vous a rassuré par rapport à la possibilité de comprendre ce que c'est qu'une texture cristalline. Et il n'y a plus beaucoup